Dans ce dernier cours, on va examiner la Chine d'aujourd'hui, la Chine qui fait la une en vertu de ses forces économiques, géopolitiques, la Chine qui a délaissé la révolution pour se concentrer sur du progrès matériel depuis la mort de Mao Zedong. Quelques images, comme à chaque fois, pour commencer. Ça, c'est Deng Xiaoping, le successeur à Mao Zedong, qui est crédité pour avoir été l'architecte des réformes des années 80 et 90. C'est probablement la personne avec l'importance deuxième dans l'histoire moderne de la Chine, même si le président actuel, Xi Jinping, prétend être en passe de dépasser Deng Xiaoping pour devenir l'équivalent de Mao Zedong. Une autre image de Deng Xiaoping. Lui a refusé de se faire vouer un culte. Entre autres choses, il avait décidé que Mao Zedong avait fait des erreurs au cours de son règne trop long sur la Chine, y compris cette idée de se hisser au-dessus de tout pour devenir Dieu sur terre. Et donc Deng Xiaoping, malgré l'image qui donne à croire que la même chose lui arrive, a essayé jusqu'à la toute fin de ne pas suivre ce chemin-là. Événement assez important dans la transition entre la période maoïste et la période de Deng, le mur de démocratie, où le gouvernement a permis à ce que les gens s'expriment assez librement en affichant les posters comme ceux-là que vous voyez sur des murs ici et là à Beijing et ailleurs aussi. Donc c'était un geste de réconciliation, une façon de dire au peuple chinois: on comprend que vous avez souffert, vous avez le droit d'en parler. Malheureusement, pour le peuple chinois, cette permission était de plutôt courte durée. Les manifestations de juin 89, et on voit Tank Man, un Chinois inconnu, personne ici en Occident ne connaît qui c'est quelqu'un qui est sorti d'à côté pour se mettre devant les chars blindés qui ont été obligés de stopper quand même pour quelques petites minutes, et ça a été enregistré à la télévision. Autre image, ça c'est les victimes du massacre de Tiananmen, quand l'armée a décidé de tirer sur les étudiants à la place Tiananmen et ailleurs à Beijing. Et donc, thème du jour: suite à la mort de Mao Zedong, la Chine laisse tomber la révolution au profit des profits. Deng Xiaoping, le petit bonhomme qu'on vient de voir, il faisait à peine 5 pieds, était le successeur principal à Mao Zedong. Il dirige la Chine vers une révolution matérielle. Une révolution qui transforme au cours des 3 décennies qui suivent l'agriculture, l'industrie et même la culture de la Chine, qui est dès maintenant quasi-capitaliste, même si le slogan officiel demeure le socialisme avec caractéristiques chinoises. Et la transformation est surtout matérielle. La Chine, au moment de la mort de Mao Zedong, était extrêmement pauvre. La Chine n'est plus pauvre. Il y a une classe moyenne énorme, et l'économie chinoise va sans doute bientôt dépasser celle des États-Unis pour devenir l'économie la plus importante au monde. Et avec cette importance, il y aura des changements importants un peu partout dans le monde. Mais malgré les espoirs en Chine et ailleurs, la Chine n'est pas démocratique. C'est vrai que la Chine n'est plus le pays totalitaire que Mao Zedong a créé de son vivant. Le peuple chinois se jouit d'une liberté beaucoup plus grande qu'avant, mais avec des limites importantes en fait, telles que démontre la réponse brutale du gouvernement aux manifestations des étudiants en juin de 1989, et aussi maintenant, quand le président actuel, Xi Jinping, resserre la discipline et essaie de faire revivre le marxisme, la pensée de Mao Zedong,
le rêve communiste, de nouveau, dans l'espoir d'inspirer les Chinois d'être encore plus patriotiques, encore plus dévoués au sort de la patrie. Malgré 89, la Chine s'en remet pour réaliser une transformation économique à partir des années 90. Après les Jeux olympiques de 2008 et la crise financière de la même année qui secoue le monde entier, la Chine est de plus en plus confiante que le 21e siècle sera le siècle chinois. L'ère de Deng Xiaoping, une nouvelle légitimité. C'était ça le défi. Avec la mort de Mao Zedong, c'était clair que la révolution culturelle avait été un désastre, encore plus désastreux, disons, que le Grand Bond avant. Mais si on veut être critique, on peut voir la dernière partie de la carrière de Mao Zedong comme une série d'erreurs. Et la Chine n'est pas allée jusqu'à là. Il y a toujours un sujet assez délicat, celui de la réputation, la critique de Mao Zedong. Mais pour Deng Xiaoping, pour les autres leaders qui avaient survécu à Mao Zedong, c'était clair qu'ils ne pouvaient plus jouer la carte de la révolution. Ils avaient trop demandé au peuple chinois qui était resté pas mal pauvre pendant trop longtemps et qu'il fallait changer la donne pour en arriver à une nouvelle explication du pourquoi du pouvoir du Parti communiste et donc une nouvelle légitimité. Et cette légitimité va être une légitimité matérielle et économique. On commence par la transition de, à partir du règne de Mao Zedong à l'ère de Deng Xiaoping. Mao Zedong est mort en octobre 1976. Il y avait une réaction terrible de la part de la population, les gens qui pleuraient dans la rue, encore une fois, même s'il avait fait des erreurs vers la fin de sa vie, c'est une figure vénérée en Chine. Et la culte qui s'est fait construire avait un impact majeur sur la culture populaire chinoise. Et donc, sa mort, malgré tout, n'était pas fêtée, n'était pas célébrée. C'était un moment triste pour toute la Chine. Cela dit, assez rapidement, le régime passe à l'action, conscient du fait que même si la mort de Mao Zedong avait provoqué une certaine réaction positive de la part du gros de la population, il fallait, comme je viens de le dire, changer de cap pour trouver une nouvelle source de légitimité. Donc, ce qu'ils font au tout début, quelques mois après la mort de Mao Zedong, le régime choisit la bande des quatre comme bouc émissaire. C'est-à-dire, ils ont choisi 4 personnes, y compris la femme de Mao Zedong, Jiang Qing, et 3 autres qui avaient été extrêmement actives dans la révolution culturelle, et ils ont tenté de pointer du doigt ces 4 personnes-là comme étant les ennemis principaux du peuple. C'est ridicule. On a vu que la révolution culturelle était un mouvement de masse avec une participation assez incroyable de la part à la fois des étudiants de l'armée, des politiciens, etc., etc. Donc l'idée que 4 personnes auraient pu être responsables pour tout cela ne tient pas la route du tout. Surtout qu'aucune mention n'est faite de Mao Zedong et du rôle que lui-même avait joué. Donc la tentative a été de dire que ces 4 personnes-là avaient caché la réalité de Mao Zedong, qui n'aurait jamais permis à ce qu'un tel désastre nous arrive. Donc, du point de vue logique, du point de vue historique, du point de vue véridique, ça ne tient pas la route, mais ça a servi quand même à lancer
la campagne nécessaire pour commencer l'évolution du régime vers autre chose. Donc, si les quatre, ils ont dû passer par des procès, Madame Jiang Qing a fini par se suicider, les trois autres ont fait de la prison ou font toujours de la prison, je ne sais pas exactement où ils en sont, mais c'était, disons, une distraction nécessaire pour permettre à la Chine de passer à autre chose. Et jumelé avec cela était un geste un peu plus sympathique, le mur de démocratie. On a vu les images tout à l'heure. L'idée, comme je viens de le dire, a été de permettre aux gens de donner voix à leurs souffrances, à leur mécontentement, par écrit, euh, sur un mur public. Donc, c'est une façon d'aérer les doléances de toute la population. Ça a duré pendant quelques mois, ça a donné lieu à des discussions importantes, même les revues souterraines et de courte durée. Et ça a permis à Deng Xiaoping, il y avait toujours au sein du leadership des conflits sur la direction qu'il fallait prendre. Donc il y en avait qui restaient du côté de Mao Zedong et de la Révolution, ou une version 2, et il y avait d'autres, comme Deng Xiaoping, qui voulaient passer à autre chose, sans discréditer l'idée même de la Révolution, sans dire rien de négatif du Parti communiste, mais quand même euh, créer une distraction qui permettrait à travailler sur l'économie chinoise. Et donc, le mur de démocratie et toutes les doléances mises au jour par ceux qui ont participé était une arme pour Deng Xiaoping et les gens de son côté pour dire à ses opposants dans le régime et qui craignaient que la Chine abandonne le projet de gauche, que le peuple voulait avancer vers des projets démocratiques qui voulaient plus d'ouverture, plus de liberté. Et donc c'est une façon assez intelligente pour Deng Xiaoping à la fois d'attirer le peuple vers lui et de pousser ses ennemis hors du pouvoir. Et une fois ces deux buts réalisés, Deng Xiaoping a vite fait pour mettre fin au mouvement du mur de démocratie. Il a fait ça de façon assez douce, donc c'est-à-dire dans le contexte de la Chine qui peut être extrêmement brutale dans sa façon de traiter du monde. Au début, il a dit tout simplement qu'il y avait une pénurie de papier, donc il faudrait arrêter d'afficher les posters sur le mur, etc. Et petit à petit, ils ont pris d'autres mesures. Et pour les gens qui étaient vraiment entêtés, certains ont fait de la prison. Donc, mais c'est comme ça que Deng Xiaoping a accompli son règne à lui, encore une image de lui. Le voilà encore. Ça, c'est la bande des quatre. La propagande contre la bande des quatre. Encore de la propagande. Donc, on peut voir que l'accent propagande est demeuré malgré les changements que Deng Xiaoping essaie de mettre en route. Les enfants qui brûlent les démons. Ça, c'est un bonhomme qui semblait important à l'époque. Hua Guofeng, c'était le premier remplaçant de Mao Zedong. Il n'a pas survécu à la transition. Il n'a pas mort, mais Deng Xiaoping l'a tassé assez rapidement. Il a été choisi comme successeur de Mao Zedong, on pense, premièrement parce qu'il lui ressemble pas mal, et parce que c'était pas quelqu'un avec beaucoup de force, donc c'était plutôt une marionnette qu'ils ont mis sur le trône juste pour faciliter la transition à autre chose. Démocratie. Encore ça. Ça, c'est Wei Jingsheng qui
a été un activiste lors du mur de démocratie. Il a écrit un texte très important qui s'appelle la 5e modernisation. Les 4 modernisations étaient un slogan lancé par Zhou Enlai, par le régime, au début des années 70. L'idée étant de promettre aux Chinois qu'ils allaient passer à autre chose et pas rester juste dans la révolution. Donc les 4 modernisations promettaient la modernisation de la société, de la science, l'industrie, l'agriculture, etc., etc. Et Wei Jingsheng, lors du moment de libéralisation, juste après la mort de Mao Zedong, écrit son texte disant que la démocratie est la 5e modernisation. Quand on lit ces textes, c'est clair qu'il était resté pleinement marxiste. Donc c'était un vrai marxiste qui demandait une démocratie marxiste. Et ça n'a rien à voir avec la démocratie au Canada, aux États-Unis, en France et ailleurs. Mais toujours est-il que lui était un des entêtés qui a refusé de prendre ça relax quand le régime a décidé de mettre fin au mouvement. Il a fini par faire de la prison et il vit en exil maintenant aux États-Unis. Ces affiches ou cette propagande, pour moi, illustrent à quel point la Chine était à la recherche d'une nouvelle légitimité. Je trouve les messages assez cruches. On voit la propagande des années 90, les Chinois sont formidables. Ils le sont peut-être, mais si c'est tout ce qu'on a à dire, c'est ce qu'on n'a pas beaucoup à dire. Donc à gauche, c'est marqué Zhongguo Liaobuqi, les Chinois sont formidables. À droite, Zhongguo Liaobuqi, la Chine est formidable. Et là encore, Zhongguo de Kaifang Liaobuqi, la politique de réforme et ouverture de la Chine est formidable. Et finalement, les enfants, c'est marqué je veux être un Chinois formidable. Donc là encore, ça démontre à quel point la Chine manquait de quoi dire à son peuple pour les. Donc, comme je l'ai dit, la nouvelle légitimité que la Chine allait chercher à établir était une légitimité économique. Sous Mao Zedong et pendant la révolution culturelle, l'économie avait fait des avancées, c'est sûr, mais en même temps, pour la plupart des années 50 et 60 et 70, la production avait été secondaire à la politique. À un moment donné, les incentives matériels avaient été supprimés. Tout le monde était supposé travailler pour le bien-être de la révolution sans besoin de motivation matérielle. De plus, depuis la rupture sino-soviétique au début des années 60, l'économie chinoise était dans un état d'autarchie, c'est-à-dire isolée pas mal. L'économie chinoise à cette époque-là n'était pas vraiment branchée sur l'économie mondiale. L'économie mondiale était au tout début, dans les années 50, de son état actuel où l'échange joue un rôle extrêmement important dans la santé économique de presque tous les pays au monde. Mais toujours est-il que la Chine, après la rupture avec l'Union soviétique, est devenue une économie très isolée. Le problème principal, on l'a dit à plusieurs reprises dans d'autres séances, a été l'agriculture qui avait stagné. Le taux de croissance annuel était de 0,5 pour les 2 décennies entre 57 et 77, et ce malgré l'introduction de nouvelles technologies. La population était, la croissance démographique était une partie du problème. La Chine n'avait pas mis en place des mesures pour contrôler la croissance démographique, et donc la petite croissance que l'agriculture marquait était à peine suffisante pour nourrir la population, et la Chine a dû importer des céréales au cours des années 60 et 70. L'industrie, c'était mieux. Ils avaient marqué un taux de croissance annuel de 10% par année pendant la même période, mais il y avait quand même des problèmes associés aux économies dirigées. Pour en faire une histoire courte, dans les économies dirigées ou planifiées,
Le problème, c'est que la rentabilité est moins importante que l'atteinte des cibles fixées. On peut tricher, en d'autres mots. Moi, je prêche pas pour le marché libre en toute chose. Le marché libre crée plein de gaspillage. Il y a plein de choses qui sont pas rationnelles ou raisonnables créées par le marché. Mais le marché ne permet pas qu'on triche comme on peut tricher dans une économie où le gouvernement fixe les cibles et récompense les entreprises et les personnes selon leur capacité d'atteindre ces cibles-là. Quand le marché est pas ou peu pris en considération, les entreprises ont tendance à s'en aller dans le suremploi parce que ça fait du bien d'avoir plus de gens dans l'entreprise. Ça permet aux gérants de demander plus d'argent du gouvernement, que ces personnes-là soient vraiment nécessaires ou non. Le même système finit par promouvoir une thésaurisation des facteurs de production, qui n'est pas une bonne pratique. Surtout, ça donne aussi une surproduction de certains produits sans regarder les besoins du marché. Il y a peu de concern aussi quant à la qualité de la production. Donc, dans ce système comme cela, où encore une fois, tout le monde est appelé à atteindre des cibles fixées par en haut, on trouve une façon de dire qu'on a fait cela, de fixer d'atteindre des cibles, sans considérer si la façon dont on arrive à cet objectif-là a vraiment servi aux intérêts du peuple. Par exemple, si moi je suis une entreprise qui fabrique des souliers, je peux atteindre mes cibles en produisant une masse de souliers pour le pied droit et aucun pour le pied gauche. Alors, sur papier, ça donne l'impression que j'ai bien fait, mais dans les magasins et sur les pieds, c'est une autre histoire. Ces problèmes-là, Deng Xiaoping a introduit une série de réformes, des réformes qui seront connues sous le nom réforme et ouverture. Donc, il commence par l'agriculture. En fait, le système de responsabilité qui remplace les communes et la collectivisation a été une initiative paysanne d'abord, qui avait ras-le-bol de tout ce qui ne fonctionnait pas dans les villages. Mais Deng Xiaoping et ses collègues avaient l'intelligence d'appuyer l'initiative paysanne et éventuellement de faire de cette initiative la politique universelle en Chine. En quoi consiste le système de responsabilité? D'abord, il y a une élimination des communes. Déjà, les communes ne fonctionnaient vraiment plus après le Grand Bond d'avant, mais ça existait toujours comme structure administrative. Là, c'est éliminé. La gestion de l'agriculture est dévolue au niveau du foyer. Le paysan, le fermier, signe un contrat avec l'État concernant quel pourcentage de sa production va être vendu à l'État et à quel prix. Les marchés ruraux sont permis de nouveau pour permettre un fonctionnement normal d'une économie rurale et donc l'échange nécessaire. L'accent est porté à l'industrie légère, surtout la campagne. Il y avait une série aussi d'autres politiques euh, façonnées au même moment. La permission, par exemple, de fonder les petites entreprises pourvu que le nombre de personnes employées dans ces entreprises ne dépassait pas un certain nombre assez limité. L'idée étant d'encourager un certain entrepreneurship en région rurale qui avait été découragé tout au long. Donc, l'idée a été finalement de retourner à une situation pas mal similaire à celle de juste avant la révolution de 49. Donc, la terre n'est pas privatisée, mais les fermiers peuvent signer des baux pour avoir la terre pendant une assez longue période. Au début, c'est pour des périodes de 100 ans parfois, ce qui encourage les gens de prendre soin des terres, d'investir dans les terres, les soigner, etc. Et donc, c'était ça l'idée. On va pas éliminer l'État, mais on va minimiser le rôle de l'État
dans la gestion quotidienne de l'agriculture. On va faire confiance aux paysans, croyant qu'avec l'expérience millénaire qu'ils ont de leurs tâches de tous les jours, ça va finir par fonctionner. En industrie, il y avait pas mal le même discours, dans le sens que les prêts bancaires allaient remplacer les subventions étatiques, mais je vais revenir là-dessus après. Mais la logique des deux réformes, en agriculture et en industrie, c'est la même logique. C'est la logique du marché. L'État se retire de tout cela. Les paysans travaillent dans les champs. Les banques fournissent les fonds aux industries en forme de prêts. Et donc, on passe à un modèle beaucoup plus capitaliste, ou du moins. Et avec les réformes, voilà, on est dans l'ouverture. La Chine s'ouvre au commerce extérieur. L'objectif principal, entre autres, était une mise à jour du parc industriel et du niveau technologique de la Chine. Les deux étaient lamentables à la fin des années 70 et le leadership de la Chine ainsi que le peuple chinois finissent par se rendre compte à quel point la Chine est arriérée. Et la façon rapide de régler ça, c'est d'ouvrir la Chine au reste du monde. Et donc, le commerce va stimuler la productivité en Chine. Ça va aussi permettre donner une certaine disponibilité des devises étrangères. Et donc, on arrive à la politique de la porte ouverte, qui consiste à des joint ventures. L'idée que les Chinois, les entreprises chinoises vont se jumeler avec les industries ou les entreprises plutôt étrangères. Et pour faciliter le tout, ils allaient établir certaines zones économiques spéciales aussi, où les lois et les règlements socialistes allaient s'appliquer beaucoup moins. L'idée a été de faire venir les industries de l'extérieur, non, pas les industries, les entreprises de l'extérieur, pour qu'ils s'installent toutes seules, sans partenaire forcément chinois cette fois-ci. Encore une fois, dans l'optique d'inviter ou de faire en sorte que la technologie moderne s'installe en Chine. Et une fois en Chine, les Chinois allaient pouvoir le copier ou l'émuler ou l'appliquer. La Chine est souvent accusée de ce genre de choses. Mais à l'origine, voilà, c'était ça. On va permettre aux entreprises étrangères de travailler en Chine dans l'optique de faire avancer la technologie, l'organisation commerciale, industrielle, etc., de l'économie chinoise. Et de façon globale, les étrangers étaient très contents de le faire, croyant que le marché chinois allait finir par devenir un marché extrêmement important. Il y avait d'autres réformes. C'est la fin de la période ouvrier paysan soldat qui a été mise en place à la fin de la révolution culturelle. Et il y avait un retour vers les examens et à l'expertise. Il y avait aussi un envoi massif des étudiants à l'étranger. Il y avait aussi une ouverture générale à l'étranger, à l'intérieur du pays. Donc, c'est-à-dire, en Chine, pendant longtemps, les infos qui venaient de l'étranger étaient bloquées. Donc, pas possible de façon légale à lire ou à écouter BBC ou Radio-Canada ou Voice of America. Et même à la télévision, c'est la même chose. Là, au cours des années 80, tout ça évolue de façon à ce que les Chinois puissent savoir ce qui se passe à l'étranger. Et ils sont choqués pour découvrir qu'en fait la Chine est très pauvre et arriérée. Ils ne savaient pas avant. La propagande chinoise avait toujours insisté que tout était parfait en Chine. Il y avait aussi le phénomène des experts étrangers qui ont été invités à donner des cours au sein des universités et des collèges chinois, ce qui était aussi en matière de parti et gouvernement, le rôle de la loi a été rehaussé. L'idée de la loi dans ce contexte-ci a été de fixer les règlements pour faire en sorte que une chose comme la révolution culturelle ne puisse jamais arriver de nouveau.
Donc, c'est pas la loi comme chez nous qui donne aux citoyens une certaine prise sur le gouvernement. C'est la loi qui fixe des limites sur ce qui serait possible en termes d'action ou d'actes arbitraires par le parti. Et donc, de toute évidence, le parti peut aussi décider d'aller à l'encontre de cette initiative aussi. Mais au cours des années 80 et encore aujourd'hui, la Chine parle énormément de l'importance du rule of law. Et encore une fois, ce n'est pas tout à fait la même chose que chez nous, mais c'est quand même important. Deng Xiaoping a aussi parlé beaucoup de la division des tâches entre le parti et le gouvernement. L'idée étant que le parti avait pris trop de pouvoir, il allait se retirer de la gestion quotidienne de tout et le gouvernement allait prendre la place. Il y avait également une purge du parti suite à l'entrée massive des membres peu qualifiés au cours de la révolution culturelle. Donc on peut imaginer la révolution culturelle qui a duré 10 ans. Il y avait plein de gens qui en ont profité pour graver l'échelon et devenir les cadres importants au sein de n'importe quel organisme. Et là, le parti décide que beaucoup de ces gens-là n'avaient pas de vraie qualité, à part des qualités de faire la rébellion. Et donc, ils ont mis sur place les comités de discipline pour faire la part des choses et des personnes. Des réformes, en termes d'agriculture, il y avait une transformation fondamentale. Le taux de croissance a été de l'ordre de 8 à 10% par année au cours de la première partie des années 80, ce qui est énorme. C'est très difficile d'atteindre les taux de croissance si importants en l'agriculture et ça témoigne du fait que le système mis en place avait découragé la motivation. Là, avec le retour du marché, les paysans se mettent à travailler et ça a incité la jalousie des citadins. Je me rappelle, j'ai travaillé en Chine comme guide touristique pendant cette période-là et beaucoup de citadins se plaignaient de la richesse qu'avaient les paysans. Ça a aussi encouragé l'investissement paysan dans les terres, dans les maisons, dans les commerces, dans les petites industries. C'était pas sans problème. La croissance rapide a occasionné une certaine inflation, ce qui peut être une bonne chose, mais une bonne partie de la population urbaine avait des revenus fixes et donc l'inflation faisait peur que les choses allaient empirer et ça a aussi mis en comparaison le sort des citadins et le sort des paysans. Et encore une fois, les citadins avaient l'impression que les paysans profitaient beaucoup trop et que eux, non. La liberté accordée à la population rurale a aussi encouragé la croissance de la population que la Chine avait décidé de contrôler finalement. Et donc, les familles rurales qui géraient bien leurs affaires sur le plan économique pouvaient très bien décider qu'il leur fallait plus de main-d'œuvre. Et donc, alors que la politique formelle de l'État chinois a été de limiter les croissances à un enfant par famille, le paysan qui avait besoin de la main-d'œuvre pouvait très bien décider que moi, je vais créer plus de main-d'œuvre en ayant plus d'enfants, même si ça va me coûter en termes de pénalités que je dois payer au gouvernement. Autre problème a été le sort des femmes, encore une fois, avec le retour à une certaine liberté dans la Chine rurale. Les progrès qu'avaient fait les femmes grâce à la propagande communiste ou grâce aux efforts communistes pour améliorer la position des femmes au sein de la société chinoise, tout ce succès limité s'est vu remis en question par, encore une fois, le retour de la patriarchie normale en Chine rurale, ceci créé, encore une fois, par le retour vers l'économie du marché. C'était beaucoup plus difficile. J'avais dit tout à l'heure que l'idée a été de permettre aux banques de jouer le rôle des subventions étatiques et donc de graduellement transformer l'économie, planifier
vers une économie du marché. Ça, c'était très difficile. Ça s'est avéré très difficile. D'abord, les industries n'étaient pas vraiment en mesure d'être rentables. Tout le système avait été construit pour d'autres finalités. Et donc, de tout simplement dire du jour au lendemain, OK, on vous donne 6 mois pour devenir rentable. Pour arriver là, les industries n'avaient pas les sous, n'avaient pas les moyens. Il aurait fallu qu'ils mettent à la porte des milliers, c'est pas des dizaines ou des centaines de milliers d'ouvriers qui seraient problématiques. Tout le système de vie dans la Chine urbaine était façonné autour de l'économie planifiée et donc euh, de changer les mesures employées pour motiver du monde ou pour compenser du monde était tout un casse-tête. Et donc, tout au long des années 80, ils ont parlé énormément de la nécessité de réformer l'industrie, mais ils ont fini par ne pas faire grand-chose, par peur que ça finisse dans beaucoup de chômage, beaucoup de faillites, et le parti savait très bien qui porterait le blâme pour tout cela, ça serait le parti, et donc ils n'avaient pas besoin. Et donc ça a tourné en rond pas mal. Pour ce qui est du parti du gouvernement, les réformes là-dessus, il y avait beaucoup de cynisme et corruption. Beaucoup du parti a mal pris la décision de purger le parti, le rôle du parti au sein d'une économie qui devenait pas capitaliste, mais orientée vers le marché, n'était pas très clair. Et donc, beaucoup de, de gens ont décidé de profiter de leur position au sein du gouvernement pour tout simplement demander les pots de vin. Cela dit, je parlais déjà des initiatives légales qui servaient à protéger le parti contre une deuxième révolution culturelle.